Voilà, merci. On va parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, mais avant qu'on touche cette question, une petite question par rapport aux élections des sénateurs. Monsieur Jean-Baptiste Kassekwa, ça s'est bien déroulé, hein? Non. Non. Pour le Nord Kivu, l'élection des sénateurs est prévue au 26 mai. La liste provisoire des candidats a été publiée. Vous êtes candidat aussi? Oui, je suis candidat pour le Nord Kivu. Mais ce que je suis en train de déplorer, c'est que dans cette clameur publique autour de la problématique de la corruption, il y a un aspect qui n'est pas soulevé. Je viens du Nord Kivu, où je constate premièrement un phénomène de clochardisation exagérée des députés provinciaux, élus du peuple. Ils viennent de différents territoires, Beni, Rutshuru, Lubero, Butembo et Kosso. Jusqu'à ce jour, même pas $1 à terme de frais d'installation. Chaque député doit se débrouiller pour vivre dans sa famille, le transport compliqué. Deuxième fait, mes informations autour de la manière dont les députés provinciaux de toute la République sont traités démontrent que, en fait, la corruption décriée commence au sommet. Comme on le dit souvent, le poisson pourri par la tête. Comment pouvez-vous comprendre que, alors que la Constitution consacre le principe de la retenue à la source au profit des provinces, mais le ministère des Finances et le ministère du Budget ont instauré un système de rétrocommission sur les salaires des députés provinciaux. J'ai appris par exemple que tout au long de l'année 2023, ces deux ministères ont imposé aux députés provinciaux de la législature passée une retenue de 20% sur les salaires de chaque député. C'est déjà la consécration de la corruption au niveau du gouvernement central. On leur a accordé une majoration jusqu'à 8 millions de francs congolais par mois. Mais les députés signent sur un montant de 6 500 000 et un groupe, une mafia au ministère du Budget et des Finances bouffe 1 500 000 par mois par député. Ensuite, en dépit de cette rétrocommission sur salaire, le ministère des Finances et du Budget confisque sur 12 mois, le ministère confisque les salaires des députés de 7 mois. Le même ministère refuse de donner les indemnités de sortie. Donc on dirait que le gouvernement à place décide d'entretenir un état d'esprit de clochardisation des députés provinciaux pour les soumettre à la tentation de la corruption. Heureusement qu'il y a des députés qui sont d'un caractère fort, qui résistent, mais autant nous sommes en train de dénoncer ces actes de corruption dans différentes provinces, autant nous devons dénoncer la corruption qui est institutionnalisée déjà au niveau du ministère des Finances et du Budget dans le traitement des députés. Cette corruption qui est entretenue, encouragée par le fait de refuser de donner à ces députés provinciaux les frais d'installation prévus par la loi, c'est 6 mois de salaire. Si par exemple, il était donné à chaque député provincial les 8 millions multipliés par 6, eh bien ces députés provinciaux seraient stables et résisteraient aisément à la tentation de la corruption. Donc, j'interpelle ici le gouvernement central et principalement le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le ministre des Finances et le ministre du Budget ne doivent pas impunément fragiliser, humilier, mépriser les élus provinciaux et les exposer à la tentation de la corruption, bien que de tous côtés, ces députés-là doivent également résister parce que s'ils ne résistent pas, nous serons surpris que demain, des pays agresseurs avoir des candidats avec des montants colossaux pour acheter la conscience et nous serons en train de perdre la souveraineté, vendre le pouvoir que le peuple a donné à ces députés-là. Néanmoins, il faut qu'au niveau du gouvernement central,
on stabilise rapidement les députés provinciaux en leur donnant le moyen nécessaire de survie. Ces moyens qui sont un droit, 6 mois de salaire à titre de frais d'installation. Voilà, alors, ça c'était entre parenthèses, on aura vraiment le temps d'en parler suffisamment, mais c'est qu'il nous préoccupe beaucoup plus la situation sécuritaire au niveau de Goma. Alors, jusque-là, qu'est-ce qui a bougé positivement? Ce qui a bougé, David, c'est que j'ai suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur, au nom du gouvernement, annoncer la préparation par notre gouvernement d'une riposte proportionnelle à l'acte de guerre que le Rwanda nous a imposé le 3 mai par le bombardement du camp de Lushagala. Est-ce qu'il faut annoncer ou bien il faut aller tout droit au but? Parce que quand vous annoncez, c'est là que l'ennemi est en train de se préparer. C'est rigolo et c'est révoltant. Cette annonce, cette communication du gouvernement signifie en réalité que le gouvernement ne prépare rien et n'est capable de rien. Parce que ce n'est pas la première fois. Déjà le 18 février, M. Félix Tshisekedi avait dit lui-même qu'à la moindre escarmouche, il va convoquer les 2 chambres du Parlement, et si jamais le Rwanda provoquait, n'est-ce pas, cette escarmouche un mardi, eh bien le mercredi, il déclencherait le feu. Ici, nous sommes, depuis cette fameuse déclaration, nous sommes environ au 7e fait grave. D'abord, il y a eu l'attaque contre 3 cas de déplacés autour de la cité de Sake au mois de février. Les cas Zaina, les cas Mayutsa et d'autres cas ont reçu des bombardements de la part du M23. Le gouvernement n'a fait aucune réplique. Le 7 février, les terroristes du M23 ont occupé les montagnes surplombant la cité de Sake. Le gouvernement n'a rien fait. Le 17 février, il y a eu une attaque contre l'aéroport de Goma. Une attaque à provenance du Rwanda. C'était une escarmouche de trop, pas de réaction. Du 1er au 9 mars, l'armée rwandaise, sous le label du M23, ont pris le contrôle de la commune de Nyanzale, la commune de Kibirizi, la station de la Rwindi, dans le parc national de Virunga, la pêcherie de Vichumbi. Aucune réaction. Une escarmouche de trop, mais qui passe comme une lettre à la poste. Dernièrement, il y a eu progression du M23 dans la cité minière de Rubaya. Rubaya, c'est le premier centre de production mondiale du coltan. Il n'y a pas eu de réaction du gouvernement. Ils ont progressé jusqu'à Ngungu et dans d'autres agglomérations, jusqu'à provoquer les bombardements du 3 mai, le jour du triste anniversaire de la proclamation de l'état de siège. Et dans le cas de Mugunga, au moins 14 morts, dont 5 personnes mortes, membres d'une même famille. La famille de Papa Baloumé. Ses 4 enfants, son épouse. Tous. Une autre famille, dans le cas de Mugunga, a perdu 3 membres de famille sur les champs. Et en réponse, le gouvernement dit simplement, il annonce la préparation d'une riposte. Vous vous rappelez, David, que déjà, au mois de février, lorsque la question a été posée à Félix, si l'escarmouche ne méritait pas une réaction, il a répondu en souriant. Or, en communication, les gestes communiquent plus fort que les paroles. Le fait pour lui de répondre en souriant, à dire non, il faut se rappeler du contexte dans lequel ces mots escarmouches avaient été prononcés. Les contextes ne s'y prêtent pas. En fait, c'est rire que je qualifie de rire mon cœur. Supposé qu'en disant ça, il était en train de mentir. Et donc, manifestement, le gouvernement n'a pas la volonté de libérer le Nord Kivu de l'emprise des ADF et de l'emprise du M23. Ce n'est pas que l'État congolais manque de force. Je viens de Goma. J'ai salué la présence
de beaucoup de militaires. Nous ne souffrons donc plus d'un problème d'effectifs. Non seulement les effectifs sont importants, mais également ils sont dotés. Et en plus, ces militaires ont démontré de quoi ils étaient capables en septembre dernier, lorsque on a libéré l'axe Kilolirwe jusqu'à Kichanga. Les populations racontent comment les militaires congolais ont délogé l'armée rwandaise de la chaîne de montagnes de Nturo. Nturo, c'est entre Kilolirwe et Kichanga. Et l'armée rwandaise a pris la poutre d'escampette. Non seulement notre armée, mais les réservistes. La semaine dernière, ils ont libéré la montagne de Kiouli. Ce matin, d'ailleurs, d'autres réservistes sont allés jusqu'à Bitonga. Les Wazalendo. Les Wazalendo, c'est dire que les M23 ne sont pas invincibles, mais simplement, comme je le disais déjà, dans une conférence à Goma en juillet 2023, que je ne comprenais pas comment, avec la présence d'environ 47 000 hommes au Nord Kivu, l'État congolais ne parvenait pas à déloger les M23 des zones qu'il contrôlait et que cela relevait d'une absence de volonté. Et aujourd'hui, cette absence de volonté, elle est manifeste, non seulement par la pratique de cessez-le-feu illimité, au même moment que le gouvernement dit qu'il prépare une riposte, au même moment que Félix a annoncé une escarmouche, Lutundula a même dit que si un seul coup de balle tombait sur la ville de Goma, c'était, je crois, le 20 octobre 2023 qu'il le disait, au même moment, disais-je, le gouvernement maintient les FARDC sous un cessez-le-feu à durée indéterminée depuis juin 2022 jusqu'à ce jour. L'ennemi progresse, prend le contrôle des entités, eh bien, cessez-le-feu. Mais également, le gouvernement ignore complètement toutes les alertes qui sont données. Au lieu d'écouter les annonces, le gouvernement s'emploie à vouloir traquer quiconque dénonce le fait que les populations de Kivu sont abandonnées. C'est ce qu'a dénoncé le cardinal Ambongo. Mais tout ça, on veut le retour au silence. Oui, mais tout ça parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Ce sont ces infiltrés qui donnent des informations à l'ennemi et que à chaque fois lorsque nos FARDC se réorganisent, ils sont tout le temps un peu dépourvus. Ils sont pris au dépourvu parce qu'il y a des gens, des infiltrés qui vendent la mèche à l'ennemi. Non, ça c'est un prétexte. C'est la même armée, disais-je, qui nous a donné une victoire en 7 jours, a libéré plus de 14 villages, de Kilolirwe à Kichanga. C'est en septembre 2023. C'est la même armée. Septembre 2023. 2023. La même armée. C'est la même armée qui nous a donné la victoire contre le M23 en 2013 à cet an-là. Le M23 était plus avancé qu'aujourd'hui. Il avait pris le contrôle de Goma. Et il s'était retiré légèrement au nord de Goma, à Mounigi. Mais les FARDC, sous le commandement de Feu Baouma et de Mamadou, aidés par la population, ont réussi à repousser l'armée rwandaise jusqu'à Tchanzu. Et donc, qu'on cesse de nous chanter ces slogans de l'infiltration. Je ne les nie pas. Mais ce que je déplore, d'abord, le fait que le gouvernement entretient la cacophonie au niveau de la chaîne de commandement. Nous avons demandé depuis longtemps que l'on revienne à un système d'un général unique, un seul général, comme commandant des opérations, qu'on rappelle les autres, s'ils sont amis au chef de l'État ou ailleurs, on peut les déployer dans les ministères, on peut les amener ailleurs, mais on réhabilite. J'apprends aujourd'hui que c'est lui qui fait l'intérim de la conduite des opérations. C'est le commandant 34e région militaire. Eh bien, on peut le rétablir. Baouma était commandant de la région militaire. Et sous ces autres, il y avait un seul colonel comme commandant des opérations. C'était Mamadou. Mais aujourd'hui, pourquoi 12 généraux? D'ailleurs, au mois de février de l'année passée, j'avais compté 23. 23 généraux. C'est dire que les opérations militaires sont devenues un business. Et ça, c'est l'infiltration au sommet de l'État.
Ce n'est pas à chercher sur la morphologie de qui que ce soit. Et lorsque nous dénonçons cela, disais-je, cardinal a dénoncé, les populations de Beni sont abandonnées, les populations de Rutshuru et autres, de Mugunga, de Goma abandonnées. Lorsque le cardinal dénonce cela, eh bien il faut le museler. Lorsque on dit que dans Beni, Mangina, les populations étaient massacrées à pleine journée, alors que les alertes avaient été données 2 semaines avant. L'armée ne trouve d'autre solution que d'arrêter un député provincial, Alessiwako, qui a dénoncé cela, et d'autres qui dénoncent, les Ngangodi et autres. Non, cette stratégie-là ne va pas nous mener nulle part. Donc, première chose, je demande que les commandants des FARDC, les commandants suprêmes, écoutent les cris. D'abord, qu'ils démontrent un engagement réel d'en découdre militairement, à mettre fin à cette pratique de cesser le feu à durée indéterminée. 2. Instaurer un commandement par un général unique avec un commandant des opérations unique qui lui est subordonné. 3. Améliorer les conditions de travail des militaires. Il est inacceptable qu'à pleine guerre, on voit des épouses de militaires en pleine manifestation à ville de Goma disant que leurs maris ne sont pas payés. C'est un crime de guerre, ça. 4. Il faut rapidement réglementer, encadrer les réservistes, parce qu'il y a manifestement des brebis galeuses, mais également d'autres qui veulent profiter des fonds des opérations en créant des groupes constitués de faux Wazalendo et qui sèment la terreur, qui entretiennent une criminalité accrue dans la ville de Goma. 5. Enfin, le gouvernement doit cesser de jouer à la stratégie que l'on appelle à l'Est, à Swahili, la stratégie Chokesha Raia. Faire fatiguer la population. Faire fatiguer la population de Kivu. On veut briser sa résilience contre l'agression. On veut la pousser à la tentation. Je viens de Boutembo, où en m'entretenant avec des pasteurs, ils disent, mais nous avons l'impression que le gouvernement ne veut pas mettre fin aux tueries des ADF. Le gouvernement ne veut pas non plus arrêter la progression du M23 appuyé par le Rwanda. C'est comme si le gouvernement nous pousse à choisir entre être sous la domination ougandaise et être sous la domination rwandaise. Quel est le moindre mal? J'ai dit non, nous n'allons pas accepter. Si le gouvernement persiste dans son manque de volonté à libérer les populations du Kivu, nous allons trouver une 3e voie sur pied de l'article 63, de la même manière que en juin 2004, la population s'est levée pour exiger de la communauté internationale des pressions pour que Kounda Mutebutsi soit retiré de Bukavu. En 2012, les populations de Goma ont observé 2 semaines. Banques fermées, écoles fermées, boutiques fermées pour protester contre la présence du M23. Et la communauté internationale a compris. Donc, nous n'allons pas nous laisser faire, mais il est temps que ceux qui nous dirigent sortent de la léthargie. Parce qu'à force de négliger ce phénomène M23, tel qu'il se développe par Rutshuru, j'apprends qu'il y a de plus en plus de recrutements massifs, au point qu'ils auraient repoussé d'autres recrues pour leur demander d'attendre les sessions prochaines. Je crains que si le gouvernement persiste dans sa stratégie Kuchoke Sharaïa, je crains que nous n'assistions à un phénomène pareil au phénomène de l'AFDEL à 96, qui avait commencé comme une guerre localisée à Ouvira, dans les Fizi. Curieusement, au bout de 7 mois, l'AFDEL est entré jusque dans la capitale à Kinshasa. Nous ne souhaitons pas que cela arrive. Les populations de Kivu ont donné les Wazalendo. Les populations de Kivu ont mobilisé les jeunes pour s'engager dans l'armée. Les populations ont refusé toute cohabitation avec les M23, accepté de souffrir de faim, d'insécurité dans les camps. Mais si l'on doit persister à manifester une absence d'engagement réel d'en découdre, eh bien, nous n'allons pas éternellement, indéfiniment croiser les bras. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste Kasekwa, parce que vous venez fraîchement de Goma. Surtout, merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis.
Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambeau, il sera 20h dans l'Est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Que le Seigneur procure la paix dans l'Est de la RDC.